Comment sont répartis les athlètes aux Jeux paralympiques? Pourquoi n'ont-ils pas lieu en même temps que les Jeux olympiques? Les Jeux paralympiques viennent de commencer et vous avez sûrement beaucoup de questions. On va y répondre aujourd'hui. Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Hugo est en déplacement, donc c'est à nouveau moi qui me charge de la une aujourd'hui. On est parti pour un nouveau résumé des actualités du jour en une dizaine de minutes. On commence donc avec le sujet du jour, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Jeux paralympiques. Pour ça, on va aller à l'essentiel et lister un certain nombre de questions que vous pourriez vous poser sur cette compétition et je vais y répondre. On commence avec la première question, pourquoi les Jeux olympiques et paralympiques ne se déroulent pas en même temps? Eh bien cette pratique a été introduite par un accord signé le 19 juin 2001 par le Comité international olympique et le Comité international paralympique. En fait, avant les Jeux de Séoul en Corée du Sud en 1988, les deux compétitions n'étaient pas systématiquement organisées dans la même ville ou par le même comité. Par exemple, les Jeux paralympiques de 84 ont eu lieu dans deux lieux différents, à New York aux États-Unis et à Stoke Mandeville au Royaume-Uni, tandis que les Jeux olympiques ont eu lieu à Los Angeles cette année-là. Et donc cet accord de 2001 a garanti qu'à partir des Jeux de 2008 de Pékin, les Jeux paralympiques se dérouleraient juste après les Jeux olympiques et surtout qu'ils utiliseraient les mêmes sites et installations et le même village des athlètes. Et puis globalement, organiser les deux compétitions en même temps, ça représenterait un défi logistique immense puisque chaque événement nécessite des infrastructures, des ressources humaines et des équipements spécifiques adaptés aux besoins des athlètes. Avoir les deux compétitions l'une à la suite de l'autre permet donc d'avoir une meilleure organisation, une visibilité importante, notamment pour les Paralympiques, et une utilisation optimale des infrastructures sportives. Deuxième question, est-ce que ce sont les mêmes sports que pour les Jeux Olympiques? Eh bien, oui et non. Déjà, il y a moins de sports aux Jeux Paralympiques, on en compte 22, 23 si on compte les deux disciplines du paracyclisme, sur route et sur piste, contre 32 sports pour les Jeux Olympiques. En revanche, il y a plus de catégories aux Paralympiques, les para-athlètes participeront au total à 549 épreuves, soit plus qu'aux JO, qui en comptent 329. Ça veut donc dire plus de médailles d'or potentielles, mais ça, on y revient juste après. Ensuite, il y a des sports qui n'existent qu'aux Jeux paralympiques, comme la boccia et le goalball. La boccia, c'est un jeu d'origine gréco-romaine qui ressemble à la pétanque et qui se pratique uniquement en fauteuil roulant. Le goalball, c'est un sport collectif destiné aux personnes qui ont un handicap visuel. Il se joue en deux équipes de 3 joueurs. L'objectif, c'est de marquer le plus de points en lançant un ballon dans le but adverse. Et la particularité de ce sport, c'est aussi la balle sonore et les repères tactiles au sol. Troisième question, combien y a-t-il de para-athlètes au total? Alors cette année, le nombre de para-athlètes a atteint un record, 4500 participants, soit 2 fois plus qu'aux Jeux paralympiques de 84. La France compte, elle, 237 athlètes, dont 82 femmes et 155 hommes. Comme pour les Jeux olympiques, il y a une équipe paralympique de 8 athlètes réfugiés, la plus grande jamais constituée. Quatrième question, quelle est la signification du logo des Jeux paralympiques? Si vous avez bien observé, le logo des Jeux paralympiques n'est pas le même que celui des Jeux olympiques avec les anneaux. Il s'agit de sortes de virgules bleues, vertes et rouges, les agitos, qui signifient je bouge en latin, un logo utilisé depuis les Jeux de Séoul en 88. Ces agitos sont inspirés des taeguk qui figurent sur le drapeau sud-coréen et qui représentent une sorte de yin et yang rouge et bleu symbolisant l'équilibre du monde. Leur forme évoque le mouvement des para-athlètes et ces 3 couleurs ont été choisies parce que ce sont celles qu'on retrouve le plus souvent sur les drapeaux. Cinquième question et c'est sûrement la plus posée, comment sont répartis les para-athlètes en fonction de leur handicap? Bon déjà il faut savoir qu'à l'origine les Jeux paralympiques étaient réservés uniquement aux athlètes en fauteuil, mais la compétition s'est ouverte aux autres formes de handicap aux Jeux paralympiques de 76. Ensuite, il y a 3 grandes catégories de handicap. Les athlètes qui présentent un handicap physique, comme une amputation ou une paraplégie par exemple, ceux qui ont un handicap mental ou psychique, et enfin ceux qui ont une déficience visuelle, donc les athlètes malvoyants et non-voyants. Les athlètes atteints de handicap mental ne peuvent concourir que dans 3 sports, le para-athlétisme, la para-natation et le para-tennis de table. Et certains sports paralympiques sont réservés à un seul type de handicap. C'est le cas du cécifoot, du goalball et du para-judo qui sont réservés à des personnes atteintes d'une déficience visuelle. Ensuite, chaque sport a sa propre classification, symbolisée par une lettre qui désigne le sport et un chiffre qui désigne le degré de handicap. Par exemple, pour le cyclisme, la para-athlète Marie Patouillet a remporté ce jeudi une médaille d'argent en catégorie C5. Cette catégorie, elle regroupe des para-athlètes qui ont une légère limitation de mouvement d'un bras, sont modérément limités d'une jambe ou ont une absence totale ou partielle d'un bras. En général, plus le chiffre est petit, plus le handicap est lourd. Le but de cette classification, c'est de préserver une certaine équité entre les para-athlètes et de faire concourir ensemble des personnes dont le handicap a des conséquences similaires sur leur pratique. En d'autres termes, ça veut dire que des sportifs qui n'ont pas forcément le même handicap peuvent concourir dans la même catégorie. Par exemple, lorsqu'il participait aux Jeux paralympiques, le nageur français Théo Curin, qui est amputé des 4 membres, concourait avec d'autres nageurs amputés seulement de 2 membres par exemple. Enfin, pour les sports collectifs, il y a d'autres règles. Un système de points est appliqué aux joueurs selon leur degré de handicap. Si on prend l'exemple du basket fauteuil,
fauteuil, les points vont de 1 à 4,5. Et le nombre total de points pour l'ensemble des 5 joueurs sur le terrain ne doit pas excéder 14. Sixième question, pourquoi les sourds et les malentendants ne participent pas aux Jeux paralympiques? Eh bien en fait, ils ont leur propre événement, les Deaflympics ou Jeux des sourds, qui existent depuis 1924, soit bien avant les premiers Jeux paralympiques qui ont eu lieu en 1948. La prochaine édition des Deaflympics d'été a d'ailleurs lieu à Tokyo l'année prochaine. En fait, les personnes sourdes ne se considèrent pas comme invalides, en particulier sur le plan physique. Et d'ailleurs, les règles qu'on retrouve aux Jeux des sourds sont les mêmes que celles pour les athlètes valides. La seule chose qui change, c'est de rendre les signaux auditifs visibles, comme le bruit qui déclenche le départ d'une course en athlétisme par exemple. Septième question, est-ce que les para-athlètes gagnent la même chose que les athlètes valides s'ils gagnent une médaille? Eh bien, ça dépend des pays. Les dotations pour les athlètes médaillés diffèrent selon les nations. Par exemple, l'Espagne a décidé d'attribuer les mêmes primes à ses para-athlètes qu'aux athlètes valides seulement depuis les JO de Paris cette année. Avant, c'était pas le cas. En France, les athlètes et para-athlètes sont sur le même pied d'égalité depuis les Jeux de Pékin en 2008, et donc une médaille d'or remportée équivaut à 80 000 euros, une médaille d'argent 60 000 euros et une médaille de bronze 20 000 euros. Huitième question, quel était le classement lors des Jeux paralympiques de Tokyo en 2021? Eh bien, c'était la Chine qui était arrivée en tête avec 207 médailles, dont 96 médailles d'or, suivie de la Grande-Bretagne avec 124 médailles et 41 médailles d'or, puis des États-Unis avec 104 médailles, dont 37 en or. La France avait terminé 14e avec 55 médailles, 11 en or, 15 en argent et 29 en bronze. Et enfin, dernière question justement, quelles sont les chances de médailles françaises cette année? Alors le but de la France cette année, c'est d'intégrer le top 8 et de décrocher au moins 50 médailles et 20 médailles d'or. Le journal L'Équipe a fait une simulation et pronostique 94 médailles au total, dont 23 en or. Un résultat rendu possible notamment par le paracyclisme, la paranatation et le paratennis de table. Parmi les para-athlètes français à suivre, il y a notamment Alexis Anquincan, le porte-drapeau, qui fait du paratriathlon, mais également Alex Portal en paranatation, qui a déjà gagné une médaille d'argent, Heidi Gauguin, une paracycliste, ou encore Sandrine Martinet, une para-judoka. Si vous voulez une analyse assez détaillée des chances de médailles françaises, je vous mets le lien d'un super article du Monde en description. C'est tout pour ce sujet. Comme pour les Jeux Olympiques, on va suivre ces Jeux paralympiques tous les jours sur notre compte Instagram hugodécrypte.sport. N'hésitez pas à vous abonner. On partage les médailles d'or en temps réel et tous les soirs à minuit, le tableau récapitulatif des médailles des 10 premiers pays. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. L'ONU a appelé ce jeudi à la cessation immédiate de l'opération menée par Israël en Cisjordanie. Au moins 16 personnes sont décédées ces dernières 48 heures à la suite de ces opérations israéliennes selon le ministère palestinien de la Santé. Avec la bande de Gaza, la Cisjordanie fait partie de la Palestine mais elle est en grande partie occupée par Israël et subit elle aussi fréquemment des opérations militaires menées par l'armée israélienne. La Cour internationale de justice, le principal organe judiciaire des Nations Unies, estime d'ailleurs que cette occupation par Israël viole le droit international. De son côté, Israël explique qu'il menait des opérations antiterroristes. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a donc condamné fermement les pertes de vies humaines et notamment de mineurs. Sur le Croissant Rouge palestinien, une organisation humanitaire, 2 adolescents de 13 et 17 ans ont été tués dans les dernières 48 heures par des tirs de roquettes sur une maison qui ne faisait pas partie des combats selon le gouverneur de la région. Et autre info concernant le Proche-Orient, Israël a accepté une série de pauses humanitaires de 3 jours chacune dans la bande de Gaza pour permettre de vacciner des enfants contre la polio, a annoncé ce jeudi l'Organisation mondiale de la santé. La polio, c'est une maladie très contagieuse qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles mais qui a très largement disparu dans le monde grâce au vaccin. Et ça faisait 25 ans qu'aucun cas de polio n'avait été détecté dans la bande de Gaza, mais un nouveau cas y a été confirmé récemment sur un bébé de 10 mois. Le retour de cette maladie à Gaza a été grandement favorisé par les attaques d'Israël. Gaza est désormais, je cite, noyé sous une montagne de déchets et de décombres qui sont vecteurs de maladies et de contamination, selon l'ONG néerlandaise de promotion de la paix PAX. Deuxième actu, Emmanuel Macron a affirmé ce jeudi lors d'une conférence de presse, je cite, faire tous les efforts dans la recherche d'un nouveau Premier ministre pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. Cela fait maintenant 45 jours que le président de la République a accepté la démission de Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre. Mais à l'heure actuelle, aucun nouveau Premier ministre ni nouveau gouvernement n'a encore été trouvé, faute d'accord entre les différentes classes politiques et de nombreux blocus du président lui-même. Si vous voulez en savoir plus, c'est le sujet à la une de nos actus du jour d'hier. En tout cas, Emmanuel Macron a affirmé, je cite, qu'il parlerait aux Français en temps voulu et dans le bon cadre, on suivra ça. Troisième actu, la Serbie, un pays des Balkans situé en Europe du Sud, a signé ce jeudi un accord pour l'achat de 12 avions de combat français Rafale. Le pays devrait les recevoir d'ici 2029 et le montant de cette transaction n'a pas encore été dévoilé, mais il est estimé à 3 milliards d'euros. A noter que cette vente de Rafale français fait partie d'une politique d'apaisement entre la France et la Serbie,
qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui reste aujourd'hui l'un des derniers alliés de la Russie en Europe. Quatrième actu, on va parler d'économie cette fois-ci, puisque l'inflation, donc la hausse générale des prix, est passée en dessous des 2% en août pour la première fois depuis 3 ans. Avec 1,9%, l'indice des prix à la consommation retombe donc sous l'objectif d'inflation de 2%. En fait, ces 2%, c'est en quelque sorte la barre symbolique d'une économie équilibrée et stable. Selon l'INSEE, cela s'explique notamment par une baisse du coût de l'énergie qui n'a progressé que de 0,5% sur un an en août 2024, alors qu'il avait bondi de près de 7% en août 2023. A noter que les prix de l'électricité et des carburants ont aussi ralenti. En fin de semaine dernière, l'essence n'avait jamais coûté aussi peu cher depuis fin 2022 selon les données du gouvernement. Et on termine avec cette actu, un nouveau traitement destiné à réduire les effets indésirables de la ménopause a fait ses preuves et suscite de grands espoirs. La ménopause correspond chez les femmes à la période de la fin des règles et de la possibilité de faire des enfants naturellement. Le truc, c'est que la ménopause provoque beaucoup de symptômes pénibles comme des bouffées de chaleur ou des sautes d'humeur. Alors à l'heure actuelle, il existe déjà des traitements pour lutter contre ces effets, mais ils consistent à prendre des hormones qui risquent de développer des cancers du sein et qui ne sont donc pas du tout répandus. Mais ce nouveau traitement, l'élinzanétant, est sans hormones et a donc moins de risques et d'effets secondaires que les traitements classiques. Il a déjà passé les essais cliniques et attend désormais une autorisation de mise sur le marché, on vous tiendra au courant. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi ces actus du jour. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à lundi.